Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce dialogue littéraire de rentrée. Nous retrouvons dans cette émission Julien pour sa sélection de coups de cœur de la rentrée littéraire. Et nous reviendrons sur deux rencontres qui ont eu lieu à la librairie avec Jean-Pierre Coff et Michel Fitoussi. Jean-Pierre Coff est venu nous présenter sa biographie « Une vie de Coff » parue aux éditions Stock. Il nous raconte son enfance entre un père absent et une mère auprès de laquelle il aimerait exister davantage, jusqu'à la sublimation du juste goût érigé au rang des beaux-arts. Derrière le masque médiatique, nous découvrons le vrai visage de l'homme, parfois triste, seul, mal aimé, trahi, mais toujours fidèle en amitié. Chacune de ses vies renaît l'une après l'autre, alors que parfois lui-même n'y croit plus. J'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, bonjour et merci beaucoup d'être venu à Brest. Alors vous êtes animateur de radio et de télévision, vous êtes également critique gastronomique, écrivain, cuisinier et comédien, mais vous êtes également un infatigable pourfendeur de la malbouffe. Alors vous êtes touche à tout, vous avez décidé de vous raconter dans Une vie de Coff, parue en mai dernier aux éditions Stock. Vous dévoilez l'autre facette de l'homme public. On connaît vos coups de gueule, on apprécie vos coups de cœur. Derrière votre gouaille, vous avez vécu des épreuves inouïes, mais vous avez connu également de formidables réussites. Alors Jean-Pierre Coff, pourquoi ce livre aujourd'hui ? Parce que, d'abord parce que j'ai 77 ans et que c'était le moment de faire un petit bilan. Et là, je me suis posé la question, est-ce que je dois continuer ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois raconter ? Est-ce que je raconte ma vie telle qu'elle s'est déroulée ou bien est-ce que je me raconte des histoires et puis j'ai décidé que je dirais la vérité, toute la vérité. J'allais rajouter rien que la vérité, mais oui, presque que la vérité. Et puis je me suis embarqué là-dedans, ça a duré 2 ans, c'était très long. En 1976, vous ouvrez votre premier restaurant à Paris, la Ciboulette, alors que vous n'aviez aucune expérience. Alors parlez-nous du chemin parcouru pour ouvrir ce restaurant. Eh bien, je n'avais pas du tout l'idée d'ouvrir un restaurant. Ça me paraissait, quand Henri Gault, qui était donc lui critique gastronomique et journaliste, que j'ai appelé parce je le connaissais, c'était un ami, et je lui dis écoute, est-ce que tu peux me dépanner, ma maison va être en vente, et j'avais une petite ferme dans laquelle j'élevais des poules, des lapins et des cochons. Et j'ai tout ça chez moi et je ne sais pas quoi en faire et je ne sais pas qui les vendre, et je ne sais même pas qui les donner, mais c'est de la belle volaille, etc. Je trouverais dommage qu'elle n'aille pas dans un bon restaurant. Et il me répond, mais pourquoi tu n'ouvres pas un restaurant avec tout ça ? Je dis, oui, mais qui va m'apprendre ce métier ? Et il m'a dit, je vais t'emmener dans un restaurant. Il m'a emmené dans un restaurant qui s'appelait à l'époque L'Ouslandaise, qui était le premier restaurant de produits landais à Paris, et qui était un restaurant qui avait beaucoup de succès. Et puis j'ai finalement trouvé ce premier Ciboulette, et puis ça a duré 2 ans, et puis j'ai eu un coup de bol extraordinaire, c'est que j'étais aussi ami avec Jean Poiret, et que le jour de l'ouverture, Jean Poiret est venu chez moi avec une partie de la troupe de la Cage aux Folles. Et le lendemain, c'est Serrault qui est venu, et puis ça a fait boule de neige, et puis ça a été un endroit qui était fréquenté par... c'était formidable, enfin, j'étais au cinéma tous les jours. Vous êtes également un homme de télévision. Quel regard portez-vous sur ces différentes expériences ? J'en ai fait par hasard, d'abord. J'ai jamais voulu faire de télé, c'était pas mon truc. C'est un peu Carmet, puis des copains qui m'ont poussé à y aller, mais c'était... Moi, j'ai eu de la chance, j'ai fait de la télévision pratiquement sans contrat. J'ai travaillé 10 ans avec Drucker, on n'a jamais eu un seul contrat entre nous. J'en ferai encore si on me proposait aussi. Je pouvais faire une émission que je veux, c'est-à-dire une émission pour les enfants qui fasse de la pédagogie, qui me permette de leur apprendre des choses. Parce que je trouve que autour de l'alimentation, il y a encore énormément de choses à faire, et apprendre ça aux enfants, et les enfants, les emmener dans des lieux incroyables où ils vont découvrir un produit où la façon dont on pousse, où on élève un produit ou un animal, je peux vous dire que c'est miraculeux quand on voit ça. Michel Fitoussi, éditorialiste et grand reporter à Elle, est venu nous parler de son dernier roman, La Nuit de Bombay, paru aux éditions Fayard. Elle nous raconte le destin de 2 sœurs nées à Madagascar, Lumia et Shama Eridji.
Fondatrice de la marque de lingerie Princesse Tam Tam dans les années 80, une réussite extraordinaire. Mais elle nous parle également d'un groupe de 10 jeunes Pakistanais endoctrinés par un groupe terroriste islamiste qui va semer la mort dans Bombay. Retrouvons tout de suite Michel Fitoussi au micro de Laurence. Michel Fitoussi, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter La Nuit de Bombay, un récit paru aux éditions Fayard en septembre dernier, à travers lequel vous nous livrez un portrait lumineux et tragique, celui de Lumia Hiriji, fondatrice de la marque Princesse Tam Tam dans les années 80, une réussite extraordinaire et qui est décédée en novembre 2008 dans les attentats qui ont meurtri Bombay, la ville où elle s'était installée un an auparavant avec sa famille. Alors Lumia, vous la connaissiez depuis peu, vous viviez une amitié naissante et en novembre 2008, vous deviez la retrouver à Bombay pour qu'elle vous fasse découvrir sa ville. Alors quelques années après ce drame, en quoi a-t-il été important pour vous d'écrire ce récit et de mieux connaître celle qui aurait pu devenir votre amie ? Je dois dire qu'après les attentats de Bombay, je suis revenue à Paris très vite. Je suis partie à Pondichéry, en Inde, à Pondichéry, puis à Bombay pensant la rencontrer. Ça n'a pas eu lieu puisqu'elle est morte pendant les attentats de Bombay. Donc je suis restée quelques jours à Paris. J'étais extrêmement bouleversée par cette histoire. Bouleversée au point du reste que j'ai pas voulu vraiment savoir ce qui s'était passé. J'ai effleuré les journaux, j'en ai lu très peu. J'ai rencontré sa famille, j'ai rencontré ses enfants, et puis je suis écrivain. Et un jour, je me suis dit bon, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, je crois qu'il faut que j'écrive sur cette femme, que je comprenne d'abord qui elle était, d'où elle venait, et puis que je sache un peu plus sur les attentats de Bombay, qu'est-ce qui s'est passé. Et je suis allée voir sa sœur, Shama, sa sœur aînée, avec qui elle a fondé Princesse Tam Tam. Et elle dit, tu sais, mes ancêtres sont venus, mon arrière-grand-père est venu du Gujarat en Boutre. Il a descendu de l'océan Indien, comme beaucoup d'exilés indiens à l'époque qui allaient en Afrique et qui allaient dans toutes les villes africaines autour de l'océan Indien. Et tout d'un coup, la dimension romanesque m'est apparue en plus du reste. Et là, je me suis dit, bon voilà, j'ai cette histoire et il faut vraiment que je la raconte. Pour écrire ce récit, vous avez mené une enquête de 2 ans sur les traces de Lumia, de son histoire, de l'histoire de sa famille. Et puis vous vous êtes également intéressé au parcours des terroristes qui ont semé la mort dans Bombay en 2008. Comment cette enquête s'est-elle organisée ? Je suis allée à Madagascar et j'ai commencé à rencontrer les gens autour de Lumia, sa famille, qui m'a parlé de comment 2 petites jeunes filles venant de Madagascar, de petites indiennes venant de Madagascar, un peu timides, débarquent à Paris et poussées par leur père qui est un commerçant et qui dit les filles, il faut travailler. Et il n'a pas de fils. D'habitude, c'est les fils qui reprennent les affaires et c'est un flambeau familial chez les Indiens et chez les Indiens de Madagascar. Et il dit les filles, il faut travailler. Et c'est comme ça qu'elles ont l'idée de monter Princesse Tam Tam et qui fait le bonheur de générations de femmes dans les années 80. La deuxième partie, au fond, je me suis fait un peu piéger parce que, enfin piégé dans le bon sens du terme, en menant l'enquête sur les terroristes, la façon dont ils avaient mené cet attentat qui a secoué Bombay aussi fortement que les attentats de 2001 ont secoué New York, et comment les instigateurs, les cerveaux ont pu, pendant 6 mois, au fond, imaginer un complot de très grande envergure qui visait à paralyser Bombay pendant 3 jours et peut-être à déclencher en sous-main une autre guerre entre le Pakistan et l'Inde. Et ça m'a absolument passionnée. La Nuit de Bombay, c'est aussi et avant tout un hymne à la vie, parce qu'en faisant revivre Mourad et Lumia, vous luttez contre la terreur par les mots. Alors, dans quelle mesure est-ce que l'écriture de ce livre a joué un rôle thérapeutique pour vous ? C'était pas tant un rôle thérapeutique, en fait, j'étais plus en colère que blessée, et j'étais en colère contre les terroristes. Et je me suis dit, ils vont pas gagner. C'est peut-être un combat dérisoire, mais c'est probablement le seul que je connaisse, répondre à la violence par les mots. Et au fond, j'ai écrit ce livre pour ça. Effectivement, dans un moment de colère aussi, pour dire, voilà, ils étaient vivants, et je veux qu'ils restent vivants, et c'est ma réponse. De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Julien pour sa sélection de coups de cœur dans cette foisonnante rentrée littéraire. À cette occasion, nous vous invitons à venir découvrir notre nouveau catalogue. Bonjour Julien. Bonjour Marion. Donc le premier roman que tu as choisi est un roman français. Oui, le roman français d'Antoine Choplin, Une forêt d'arbres creux, édité par La Fosse aux Ours, qui raconte l'histoire de Betrich, un jeune juif qui est envoyé au camp de concentration Térésine. Là-bas, il a pour mission, vu qu'il est dessinateur de son état, de faire des plans pour les Allemands, d'architecture.
Mais le soir venu, avec ses acolytes, ils vont dessiner des caricatures, dessiner leur quotidien en fait dans ce camp de concentration et essayer de montrer aux gens ce qu'ils vivent là-bas. Et c'est un roman effectivement pas très gai, mais avec l'écriture de Choplin, c'est une écriture qui est dans l'atmosphère de ce camp de concentration et surtout cette entraide qu'il peut y avoir en différents personnages qui est absolument émouvante. Et ton deuxième roman est un roman français également de Thomas Reverdy. Oui, Il était une ville aux éditions Flammarion. Donc Thomas Reverdy revient après Les Évaporés dans un roman d'atmosphère, comme il a l'habitude de le faire. On est à Détroit, une ville sinistrée après la crise financière. Et là, Eugène, un ingénieur français, arrive sur place. Il découvre une ville, une sorte de no man's land. Et donc Thomas Reverdy compose ce roman, cette ville et cette histoire assez bouleversante et très intéressante qui marque la crise qui peut se passer encore aujourd'hui. Je tenais à signaler que Thomas Reverdy a été sélectionné pour le prix Goncourt de cette année et j'espère pour lui qu'il l'aura. Ton dernier coup de cœur est un roman étranger. Le premier roman de cet auteur qui s'appelle Dara McKeown, Tout ce qui est solide se dissout dans l'air, aux éditions Belfond. Là, on est dans l'ex-URSS, en avril 86, le matin où la centrale nucléaire de Tchernobyl va exploser. Tout ça dans cette atmosphère communiste qui recrée très bien le passé assez douloureux, écrit avec beaucoup d'humanité, ce roman que salue notamment McCann, puisqu'il est irlandais aussi et vit à New York, un peu à l'instar de McCann, et j'espère qu'il aura la même carrière que son acolyte. Et je voulais juste faire une petite aparté avec un petit roman. On parle beaucoup des migrants, c'est important pour tout le monde, et je trouve que le roman peut permettre aussi de comprendre cela, avec le petit bouquin de Margaret Mazzantini, La mer le matin, qui permet de comprendre en l'espace de 100 pages la douleur que c'est de quitter le pays d'où on vient, la douleur que c'est de se retrouver dans un pays étranger. Et on n'a qu'une envie, c'est de retourner un jour à nos racines. Donc voilà, je voulais juste le signaler. Très bien, je te remercie Julien. Merci Marianne. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous laisse découvrir les très belles rencontres qui auront lieu prochainement à la librairie. D'ici là, je vous souhaite une très belle rentrée et je vous retrouve le mois prochain. Thank you.